Le Phédon de Platon, notice d'Émile Chambry, suite. La nature de l'âme d'après Platon. Partie de l'âme universelle, l'âme humaine est, comme elle, non seulement immortelle, mais éternelle. Platon n'a jamais songé que l'âme pût être créée de rien, et il n'est jamais venu à l'idée d'aucun philosophe grec que le monde ait été tiré du néant. Une telle conception est contraire au principe que la somme de forces est constante dans la nature. Mais il semble que Platon est quelque peu varié dans l'idée qu'il se fait de l'âme. Dans le Phédon, l'âme est simple, en grec monoeides, et cette simplicité est un des arguments qui militent pour son immortalité. En outre, les amours, les désirs et les craintes qui gênent la contemplation de l'âme sont rapportés au corps. Au contraire, dans la République, qui est probablement antérieure au Phédon, dans le Phèdre et dans le Timée, qui lui sont postérieurs, l'âme est divisée en 3 parties, une partie raisonnable, une irascible et une appétitive. Et dans le Philèbe, 35c, il est expressément déclaré que toutes les passions ont leur origine dans l'âme, le corps étant par lui-même incapable de donner naissance à aucune sensation. Comment concilier ces deux doctrines différentes ? Dès le temps de Speusippe et de Xénocrate, successeurs immédiats de Platon à l'Académie, certains platoniciens pensaient que les deux âmes inférieures étaient mortelles. D'autres, au contraire, que toutes les âmes, même les âmes rudimentaires des plantes, étaient immortelles. Faut-il, pour écarter la contradiction, admettre que l'immortalité n'appartient qu'au seul logistikon, à la raison ? Mais il n'y a pas un seul passage de Platon où l'âme consiste dans le logistikon seul et soit séparée des autres parties. La difficulté se résout facilement si l'on admet, avec Archer Hind, dans son introduction au Phédon, que les 3 espèces d'âme ne sont pas vraiment des espèces différentes, mais seulement 3 modes de l'activité de l'âme dans différentes conditions. Les 2 plus basses espèces sont des conséquences de la conjonction de l'âme avec le corps, et leur opération cesse à la séparation de l'âme et de la matière. Dans le Philèbe, les passions sont assignées à l'âme qui est le seul siège de la conscience. Dans le Phédon, au corps, parce qu'elles naissent de la relation de l'âme avec le corps. Les passions appartiennent au corps parce qu'elles ne pourraient naître sans l'enveloppe corporelle, à l'âme parce que c'est par l'âme seule qu'elles peuvent être senties. Ces différences qu'on remarque dans les divers ouvrages de Platon ne viennent donc point d'une variation de doctrine, mais du point de vue où s'est placé le philosophe. Immortalité substantielle ou personnelle ? Une autre question se pose au sujet de l'immortalité de l'âme. Cette immortalité est-elle substantielle ou personnelle ? Si l'on s'en tient aux arguments donnés par Platon, il ne prouve que l'immortalité substantielle. Le premier, celui de l'alternance des contraires, se réduit à ceci que, si tout doit ne pas tomber dans la mort, la somme d'essence vitale ne doit subir aucune diminution. Mais il n'y a pas là l'ombre d'une preuve que la vitalité persiste dans la même personne. Quant à l'argument de la réminiscence, le langage de Platon semble indiquer que l'âme existait individuellement avant la naissance. Mais ce n'est pas du tout impliqué dans le principe de la théorie. Les vérités premières sont un bien qui appartient à l'âme en général, mais rien ne prouve, ni dans le Phédon, ni dans le Phèdre, ni dans la République, que les âmes ne sont pas résorbées dans l'âme universelle, où elles perdent la conscience de leur vie individuelle. Bien que les arguments métaphysiques ne puissent porter au-delà de l'immortalité substantielle, Platon a cru à la persistance de la personnalité de l'âme séparée du corps.
Ce qui le prouve, ce sont les sanctions qui attendent l'âme dans l'autre monde et qui n'auraient pas de sens si l'âme ne gardait pas le souvenir de sa conduite pendant la vie. La morale dans le Phédon. Ces sanctions ont un caractère fort original. Ce ne sont pas des punitions conçues comme une revanche ou une vengeance de la loi outragée. Ce sont des sanctions qui s'imposent d'elles-mêmes d'une manière infaillible. Elles consistent pour les justes dans un perfectionnement de l'âme qui les assimile aux dieux avec lesquels ils vont vivre, et pour les méchants dans une dégradation morale et intellectuelle qui les ravale jusqu'aux bêtes les plus méprisables. Et comme l'âme est éternelle, ces sanctions se poursuivent d'une vie à l'autre. C'est ainsi que le sort d'un individu est conditionné par ses existences antérieures et qu'un péché originel dont il n'a plus conscience peut expliquer son état présent et que tout ce qu'il fait dans la vie actuelle influence ses destinées futures. L'effet de la punition est d'améliorer les âmes. Elles peuvent en effet se racheter par la souffrance et remonter d'une vie à l'autre à un état plus parfait. Seules les âmes jugées inguérissables sont condamnées à un supplice éternel dans le Tartare. Cet enfer éternel qui révolte notre conscience et qui est sans doute d'origine orphique paraît tout naturel à Platon. On le trouve dans les mythes eschatologiques du Gorgias et de la République, comme dans celui du Phédon. La morale de Platon, telle qu'elle est exposée dans le Phédon, est une morale ascétique faite pour des âmes d'élite. Sans doute, il ne méconnaît pas le mérite d'une vie honnête et sage pratiquée par de braves gens étrangers à la philosophie, et il leur assigne une place dans son paradis, c'est-à-dire dans la terre pure. Mais la meilleure place est pour les philosophes qui ont toute leur vie répudié les plaisirs du corps pour se livrer à la poursuite de la vérité dans l'âme seule. La vie de tels hommes n'est qu'une préparation à la mort qui les délivrera des distractions du corps et leur permettra d'atteindre aux vérités éternelles. C'est en cela qu'est le bonheur suprême. Platon l'a démontré dans la République, 585b et suivant. En cela aussi que consiste la vertu, puisque science et vertu se confondent d'après la doctrine socratique, à laquelle Platon est demeuré fidèle jusqu'à la fin. Mais une telle vertu est peu accessible aux vulgaires. C'est le partage des seuls philosophes. Humanum genus vivit paucis. La beauté du Phédon. Le Phédon est d'abord intéressant par le sujet. Si misérable que soit sa condition, l'homme ne se résigne pas à la mort. La pensée qu'il ne sera plus rien lui est insupportable. Il aspire de toutes ses forces à l'immortalité. Platon a montré dans le banquet que l'amour n'est autre chose que le désir de se perpétuer. Mais se perpétuer dans ses enfants ne suffit pas à l'homme. Il désire se survivre lui-même en gardant sa personnalité. Du désir à l'espérance, le pas est facile à franchir. Le difficile est de fonder cette espérance sur des preuves irréfutables. Platon a osé l'entreprendre. Il y a déployé toutes les ressources du génie le plus métaphysique qui fut jamais, et s'il n'a pas réussi à convaincre les esprits positifs, son œuvre n'en reste pas moins le plus puissant effort qu'ait fait le génie humain pour nous ôter la crainte du néant et nous inspirer l'espoir de l'immortalité. Intéressant par le sujet, le Phédon l'est davantage encore par la composition où les péripéties d'un triple drame nous tiennent sans cesse en haleine. Le premier de ces drames consiste dans l'argumentation même qui est, comme il arrive souvent chez Platon, personnifiée sous le nom de Logos. Toute la compagnie réunie autour de Socrate le suit avec une ardente curiosité. Quand les preuves par la génération des contraires, par la réminiscence, par la simplicité de l'âme lui ont donné, semble-t-il, une base assurée, tout le monde est satisfait.
Mais Simnias et Sébès le font chanceler sur cette base, et tous les auditeurs tremblent pour lui. Et qu'Écrate lui-même interrompt Phédon pour exprimer son désappointement et son impatience d'apprendre si Socrate est parvenu à le maintenir debout. Socrate ne se presse pas de calmer l'inquiétude qui règne autour de lui. Il s'adresse d'abord à Phédon pour rétablir la confiance dans l'argumentation. Il résume ensuite avec force les arguments des deux Thébains et il renverse ceux de Simnias avec tant d'aisance que Sébès lui-même en est émerveillé et attend pour les siens la même défaite.